Qui n'a jamais voulu d'une histoire d'amour comme dans les livres, avec ses déclarations au couchant et les transports des idylles naissantes? La littérature semble ne jamais pouvoir se lasser de conter la rencontre de deux êtres en recherche d'absolu. Des rencontres qui peuvent avoir leur part d'ombre, comme la passion dévorante d'Ariane et de Solal, ou l'aliénation amoureuse de Lolvestein. Quand elle a rencontré Alfonso, Maeva pensait vivre la belle histoire dont elle rêvait. Sa belle histoire. Une illusion presque parfaite. Vous écoutez le 127e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro de Lison Verrier. En septembre 2015, je vis au Chili depuis 1 an. J'ai quitté Paris pour aller faire mon stage de fin d'études à Santiago du Chili. Je décide de partir voyager et ma première destination, c'est donc Valparaiso. J'adore cette ville, c'est vraiment magnifique, c'est sur la mer, avec les collines, enfin c'est cette ville où on l'aime ou on la déteste, moi personnellement je l'adore. Pour ce voyage, donc ce voyage qui devrait me prendre 2, 3, 4 mois, je sais pas encore parce que ça va dépendre de mon budget, je décide de faire beaucoup de couchsurfing. Je regarde un peu les hôtes à Valparaiso et je vois que Alfonso a de très bons avis de voyageurs. Apparemment, c'est un très bon guide, il a l'air très sympa, donc je lui envoie un message et j'arrive chez lui. Donc il vit à Valparaiso dans un appartement assez grand, il vit en colocation avec 2 garçons et un petit chien. Voilà, de son salon, il y a une vue magnifique sur Valparaiso et on s'entend tout de suite très bien. Il me montre la ville sous un angle que je connais pas parce qu'en fait, il est vraiment passionné d'histoire, de culture, il connaît vraiment très très bien la ville et il me fait le guide touristique pendant 3 jours. On passe vraiment 3 jours ensemble du matin au soir. On s'entend très très bien. Et il parle un petit peu français parce qu'il me dit que son ex est française et qu'avec elle, il a appris un petit peu le français. C'est vrai qu'il se débrouille un peu, c'est un peu mignon, c'est pas non plus parfait, mais on parle espagnol, un petit peu français, un petit peu anglais quand je connais pas mes mots, mais en plus, il fait un peu prof de langue, voilà, c'est très sympa. Donc au bout de 3 jours, moi, mon voyage continue, enfin, je lui dis au revoir, il m'accompagne à la gare et on est bizarrement assez émus parce qu'on a passé que 2-3 jours ensemble, mais il s'est noué tout de suite une amitié, vraiment, et une intimité immédiate, en fait, et je m'attendais pas, en fait, en lui disant au revoir sur le quai de la gare, que ça allait m'affecter comme ça, mais ça m'affecte beaucoup. Ma première destination, c'est Pisco, c'est dans le désert, et c'est l'endroit où il y a tous les télescopes internationaux, parce qu'on voit parfaitement les étoiles, le ciel est dégagé toute l'année. Mais le premier jour, quand j'arrive, première nuit, alors que j'avais déjà prévu un tour pour aller voir les télescopes, aller voir les étoiles, etc., dans le désert avec un guide, c'est couvert. On peut même pas voir la lune tellement il y a de nuages. Et la deuxième nuit, pareil, ciel complètement couvert, donc personne comprend rien parce que, enfin, ça n'est jamais arrivé. Et voilà, je suis dans le salon, dans la petite guest house dans laquelle je reste. Et là, Alfonso m'envoie un petit message pour savoir comment je vais. Donc je commence à parler avec lui sur WhatsApp. Le sol commence à trembler. Donc, je suis en train de parler avec Alfonso, qui est en train de sentir le même tremblement de terre à plusieurs centaines de kilomètres. Le gérant de la guest house rentre précipitamment et me dit « Sors tout de suite maintenant ». Et là, en fait, le tremblement de terre... c'est d'une intensité incroyable. Je crois que dans ma vie, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort. On se sent tellement petit, en fait. Les arbres, c'est des petites brindilles comme ça qui sont secouées. On peut pas tenir debout. Enfin, c'est vraiment, on doit s'asseoir par terre. Et ça s'arrête. Et sauf que, du coup, il y a plus d'électricité, les routes sont bloquées. Et je me retrouve complètement isolée dans ce petit village. Et en quelques secondes, le ciel se dégage. Puisque en fait ces nuages ils étaient annonciateurs du tremblement de terre puisque j'étais à quelques kilomètres de l'épicentre en fait. Je ne peux donner de nouvelles à personne, je ne peux dire à personne que je suis en sécurité, ni à ma famille, ni à mes amis qui sont probablement pas vraiment au courant de ce qui se passe, mais pas non plus à Alfonso avec qui j'étais en train de parler. Et au bout de 2 jours, on récupère Internet et là je vois des centaines de messages d'Alfonso qui est mort d'inquiétude. Et je lui dis que tout va bien, je suis en sécurité. Et là, il me dit, je te prends un billet de bus, tu rentres immédiatement à Valparaiso, où est-ce que tu vas aller? En plus, il y a le 18 qui arrive dans quelques jours, donc le 18 qui est la fête nationale, en fait, du Chili, l'équivalent de notre 14 juillet, mais version un peu fête de Bayonne.
Et donc Alfonso me prend un billet de bus pour me faire rentrer à Valparaiso. Il me dit voilà, viens faire la fête avec nous, reste pas bloquée toute seule dans ta campagne. Donc je viens. J'aime bien un peu ce côté chevalier servant qui vient me chercher avec son bus. Voilà, demi-tour, j'arrive à Valparaiso. Je suis vraiment contente après 2 jours sans réseau dans une campagne désolée. Je suis assez contente de voir du monde. J'ai l'impression de retrouver des amis. Je vois ses colocs. Voilà, donc on va faire la fête le soir. Bon, ce qui devait se passer arrive. On s'embrasse le soir à la fête. Voilà. On couche ensemble le soir et le lendemain, c'est le 18. Donc, c'est l'occasion pour Alfonso de me présenter ses amis qui sont partout parce qu'il connaît beaucoup de monde. Il a l'air assez content de me présenter à ses amis et notamment, il y a un de ses amis qui me demande si je suis une amie de Violette. Je suis assez étonnée de la question. Je sais que Violette, c'est l'ex d'Alfonso, la Française dont il m'avait parlé. Et je lui demande, est-ce que t'es toujours séparée ? Enfin, pourquoi est-ce que ton ami me pose cette question ? Et il me rassure immédiatement, non mais pas du tout. Cet ami, de toute façon, ça fait peut-être 6 mois, 8 mois qu'il l'a pas vu. C'est vraiment pas une personne qu'il voit souvent et voilà. Je reste encore quelques jours à Valparaiso, mais mon visa expire, puisque j'ai un visa touriste de 90 jours. Donc en fait, tous les 90 jours, je quitte le pays. Et là, voilà, il est temps de quitter le pays. Pas forcément pour revenir tout de suite, puisque mon voyage doit m'emmener en Argentine, en Bolivie, au Pérou. Donc il est temps de partir. Donc c'est un petit peu difficile de dire au revoir à Alfonso, parce que je commence vraiment à m'attacher à lui à moi. Je dois partir un peu dans la précipitation, mais en même temps, je n'attends que ça, ce voyage. Donc, je sais que voilà, l'aventure continue et je pars. C'est en Argentine qu'on commence à s'envoyer nos premiers emails. Lui en espagnol et moi en français. Et en fait, on s'en envoie tous les jours. Il devient un peu mon compagnon de voyage. Je lui raconte tout ce qui m'arrive. Parfois, je lui écris même 2 fois par jour. Au lieu d'être dans la superficialité, en fait, on va aller très vite dans des sujets assez intime, assez profond. Enfin, j'ai l'impression de lui dire des choses que même certains de mes amis ne savent pas, parce qu'en fait, la situation s'y prête. Donc, on s'écrit énormément. Quand j'arrive en Bolivie, je rencontre Lucie, une Française, avec qui je vais voyager quelques jours, et c'est la première personne, en fait, à qui je parle d'Alfonso. Ça concrétise, en fait, la relation qui est en train de naître. J'en parle à quelqu'un. Après quelques jours en Bolivie, je propose à Alfonso de venir me rejoindre. J'y croyais pas trop au début. J'ai un peu lancé ça comme une perche et il accepte. Il me rejoint en Bolivie et on va prendre la Ruta de la Muerte, la route de la mort, pour aller dans la jungle. La route de la mort, en fait, c'est une route tellement étroite qu'un seul car peut à peine y passer, mais souvent 2 cars s'y croisent. Et donc, il y a un ravin de plusieurs centaines de mètres. Donc, en fait, quand le car tombe, tout le monde meurt. Donc, on monte dans le bus. Et là, je passe une nuit vraiment horrible. Je ne dors pas de la nuit et je pense que je vais mourir. Je pleure, je prie, je commence à croire en Dieu. Je suis donc avec Alfonso qui est dans le même état que moi et en fait de penser qu'on va mourir quand on est avec quelqu'un, je sais pas, ça décuple les sentiments et ça nous rapproche énormément. Et autour de nous, les locaux sont en train de prier, de pleurer, les enfants sont dans tous leurs états, les mamans encore pire. Tout le monde se raconte les histoires horrible du bus qui est tombé la semaine dernière avec tous les passagers qui sont morts. Voilà, je vois vraiment ma dernière heure arriver. Je me dis au moins je suis avec Alfonso. Au moins je suis pas toute seule. Quand on finit par sortir en vie de ce bus, on est encore plus proche qu'avant. Enfin voilà, ça c'est pour bien commencer les 10 jours, ça nous a bien mis dans l'ambiance. Et on arrive donc dans la jungle amazonienne. Moi, c'est ma première expérience dans la jungle et j'adore. J'ai l'impression d'avoir découvert mon élément, en fait. Je l'ignorais depuis le début, mais ces plantes, cette humidité, ce vert partout, les couleurs des fleurs, les insectes, les oiseaux, les animaux, les odeurs. Enfin, j'aime tout, en fait, dans la jungle. Donc, de découvrir, en fait, son élément avec quelqu'un, en fait, on cristallise un petit peu aussi l'amour. Et donc, j'aime la jungle, j'aime Alfonso, j'aime tout. On est vraiment isolé dans un petit cocon de nature et c'est très propice à l'amour, à la déclaration des sentiments et moi je lui dis en premier que je suis amoureuse de lui
Et alors là, il n'attendait que ça en fait pour me répondre, et il me dit immédiatement que lui aussi il est très amoureux de moi, et voilà, c'est l'amour, c'est l'amour dans la nature. On passe 10 jours à sillonner les rios, donc il y a des crocodiles partout. Enfin, en fait c'est complètement c'est un autre monde en fait, et c'est ce monde-là qui, notre histoire, elle se développe comme si on était sur une autre planète en fait. On est ailleurs quoi, complètement. Mais bon, il faut se séparer à un moment puisque les 10 jours passent vite, mais il faut rentrer. Enfin, lui, il faut qu'il rentre. Et moi, je retrouve un ami au Pérou. Donc, je suis très contente de retrouver mon ami qui a quand même traversé toute la planète pour venir me voir. Mais dire au revoir à Alfonso, c'est un petit peu difficile parce que là, je suis mais folle d'amour. Enfin, c'est vraiment, je vis une histoire. J'ai l'impression d'être l'héroïne d'un film. J'ai rencontré l'homme de ma vie de façon absolument merveilleuse. Il n'y a pas eu d'application, de Tinder, de rien. Enfin, tout s'est fait. J'ai l'impression que ça devait se passer, et c'est merveilleux. Et même si je rejoins mon ami, je sais qu'on va continuer à s'envoyer des mails et que ça rend les choses encore plus magiques. Et je sais qu'on va se revoir. Et à ce moment-là, on se promet déjà de toute façon de rester ensemble quoi qu'il arrive. De toute façon, là, je vais voyager un peu, mais d'ici quelques semaines, on va se retrouver. Je retrouve mon ami Vincent, à qui je raconte aussi toute mon histoire. Il finit par partir et je suis dans un petit village, vraiment paumé au Pérou, dans un café. Je mange mon dîner et la télé est allumée, les informations en continu. Je vois des images de Paris. Enfin, je sais pas, c'est la guerre en fait. Je comprends pas du tout ce que je vois. Le son est coupé. Il y a juste écrit attentat à Paris. Donc là, je me dis oulala, j'allume ma Wi-Fi. Je suis sidérée en fait, et je réalise que je suis vraiment dans un autre monde. Je suis complètement coupée de la réalité, parce que la réalité en France, c'est que Paris est attaqué. Alors là, je passe ma soirée en fait à pleurer, complètement en état de choc. Les gens dans le resto pensent que toute ma famille est morte, donc en fait ils viennent tous essayer de... j'arrive pas à leur expliquer, non, tout le monde va bien, mais je suis ici dans ce café, et en fait mon pays va mal, et je suis vraiment hyper choquée, et ça me ramène sur terre en fait. De ma petite idylle avec les tarentules et les crocodiles, je reviens au fait que je suis pas chez moi et que j'ai envie de rentrer, mais voilà. Le lendemain, je décide de rentrer à Valparaiso parce que j'ai plus aucune envie de voyager. Enfin, j'ai pas du tout le cœur à dire vous allez-y, faites votre deuil, comptez vos morts, et puis moi je continue dans mon petit périple. Donc je rentre à Valparaiso. Alfonso est super, il comprend tout à fait que je puisse être meurtrie, même si c'est pas forcément ma famille qui a été attaquée. J'emménage chez Alfonso avec donc ses 2 colocs et son petit chien. En fait, en quelques semaines, j'ai l'impression en fait que ça fait des années qu'on est ensemble. On a vraiment notre petite routine, à part le fait que moi je ne travaille pas. Tous les soirs, on va voir une expo, voir une pièce. Il me présente ses amis, on va dîner chez des amis à lui. On est vraiment en couple. C'est très clair il faut qu'on commence à s'organiser aussi pour l'après, puisque moi, au mois de décembre, je rentre. Là, on est début décembre. Et lui me propose de venir vivre en France. Donc, je sais que c'est un engagement assez énorme, parce que il est dans la politique, il a une super belle carrière. Et là, il me dit qu'éventuellement, il pourrait peut-être travailler pour des ambassades. Je vois vraiment ça comme un sacrifice. Après, moi, s'il est prêt à le faire, génial. Je m'inquiète pas du coup pour l'avenir, parce que lui est super motivé pour venir en France, pour apprendre le français, pour travailler en France. Il finit presque par me vendre le fait que ça peut être bien pour sa carrière. Donc je me fais pas de soucis. Pendant ces semaines où je suis à Valparaiso, Lucie, donc l'amie que j'avais rencontrée en Bolivie, vient passer quelques jours à Valparaiso. Elle ne connaît pas la ville, et là, rebelote, on fait les guides touristiques, et ce coup-ci, c'est Alfonso et moi, couple bien installé, qui recevons quelqu'un à la maison. Donc en fait, j'ai vraiment
Voilà, je présente en fait Alfonso à une copine. Donc voilà, c'est la première présentation. Donc elle peut me dire après ce qu'elle en pense, comment elle voit notre relation. Donc elle me dit il est vraiment fou de toi, c'est fou quand il te regarde, on voit à quel point il t'aime, c'est trop mignon. Enfin voilà, tout ce qu'on a envie d'entendre. C'est elle en fait la première qui me dit tout ça parce que c'est ma première copine à rencontrer mon copain. Un jour où Alfonso est au travail et où je suis sur son bureau, du coup, dans sa chambre, en train de travailler, je regarde les cartes postales qui sont accrochées sur son mur. Une d'elles, c'est une plage un petit peu paradisiaque, mais vraiment très jolie. Et autant sur toutes les cartes postales, il y a écrit où c'est, bon baiser de quelque part. Et là, il y a rien d'écrit. Donc, je prends la carte, je la retourne et pour voir les petites notes derrière, de voir où c'est. Et en fait, là, je suis très gênée. Je regrette immédiatement mon geste, puisque je vois que c'est une carte postale de Violette qui lui souhaite un très bon anniversaire, qui lui dit qu'elle l'aime, qu'elle a hâte de le retrouver. Je suis d'autant plus gênée que je vois que la date ne correspond pas du tout à la date de la rupture. Ça colle pas. Quand Alfonso rentre du travail, je lui dis, j'ai pas du tout l'intention de le cacher, je m'excuse déjà d'avoir vu ça, parce que c'était sur le mur, mais c'était, voilà. Et je lui demande, de me dire, parce que doit y avoir une explication. Et il me dit, à ce moment-là, ils sont séparés, au moment où elle écrit cette carte, mais elle lui dit qu'elle l'aime et qu'il lui manque, et lui, il dit plus rien. Depuis mon arrivée au Chili, je pense que j'ai dû faire 40 repas de famille, parce que les Chiliens sont très friands de repas de famille. À peu près tous les dimanches, ils ont des repas de famille et ils adorent inviter leurs amis au repas de famille. Alfonso ne m'invite pas, ce que je trouve très étrange, parce qu'après un an au Chili, je sais que ça se fait pas. Je suis presque offensée de la non-invitation. Mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller. Donc ça m'arrange de pas lui faire remarquer qu'il m'a pas invitée, parce que j'ai ce petit côté français où je suis quand même pas prête à rencontrer toute sa famille. Donc être invité à un repas de famille de sa coloc, c'est pas pareil que d'être invité à un repas de famille de son nouveau copain. Donc j'ai pas forcément envie de lui dire que je suis vexée, mais quand même par politesse, j'aimerais bien qu'il propose. Surtout que comme tous les Chiliens, tous les dimanches, il est à un repas de famille. Pour tenter d'envoyer comme ça des petits messages, parce que je veux quand même exister, mais sans être présente. Il y a l'anniversaire de son frère. Je lui fais passer un petit moelleux au chocolat de ma part. Donc il dit que tout le monde a beaucoup apprécié. Voilà. Donc il parle de moi à sa famille. Tout est ok. C'est juste qu'il a pas forcément envie de me présenter à toute sa famille. Il me présente quand même son frère qui vient chez nous. Chez lui, mais c'est chez moi du coup. Et alors que Alfonso est dans la cuisine, son frère qui me fait un très mauvais effet. Il dégage quelque chose qui me plaît pas du tout. Et alors qu'Alfonso est dans la cuisine, il me dit tu sais, moi je suis la seule personne à savoir pour vous deux. Il me dit tout, Alfonso, on est super proches. Je suis la seule personne à être dans le secret de votre relation. C'est le soir que je me refais cette conversation et je me dis mais pourquoi c'est un secret ? C'est pas une honte. Je comprends pas pourquoi c'est un secret. Je me raisonne moi-même et je me dis que de toute façon ce mec est un con. Je l'ai vu dès la première seconde. Tant pis, c'est l'information rentre par une oreille, ressort par l'autre et le lendemain j'ai oublié. J'adore notre petite routine parce que on arrive à créer un peu l'équilibre parfait entre le couple super cultivé qui est invité à plein de vernissages et qui fait plein de choses, et en même temps on sort vachement. Un soir, donc on sort, il doit être 3h du matin, et moi je suis un peu crevée, et je dis à Alfonso que je rentre, j'ai mes clés, il me retrouvera à la maison, donc je rentre en taxi, je suis bien éméchée, j'ai beaucoup bu ce soir-là, j'arrive donc toute seule dans la chambre, l'ordinateur d'Alfonso est ouvert sur Facebook, je me dis, je vais quand même regarder, je vais jeter un petit coup d'œil, en me disant que de toute façon, comme je ne verrai rien, ça n'aura absolument aucun impact, et donc j'ouvre sa messagerie, et là, la première chose que je vois, j'ai même pas besoin d'aller vraiment fouiller, en fait, c'est sa conversation avec Violette, son ex, donc qui n'est pas du tout son ex. Et en fait, je vois, je scrolle, j'ai même pas besoin de lire, en fait, juste je scrolle et je vois des je t'aime, tu me manques, on s'appelle, et surtout je vois des appels parce qu'en fait ils font tout sur Messenger, et y compris passer leurs appels, donc en fait je vois qu'ils s'appellent tout le temps, et entre ces appels, c'est des messages d'amour, des petites photos,
Il la rassure parfois quand elle se dit mais je sais pas, j'ai l'impression que pourquoi tu m'as pas appelé hier, et il est là, il va la rassurer, désolé, je t'aime, enfin bon bref. Je dessoule immédiatement et je commence à faire ma valise, je jette tout dans un sac, je suis dans un état second, je pense que c'est une autre personne qui est en train de tout mettre dans un sac, je ne sais pas où aller, il est 4h du mat. Et à ce moment-là, j'entends la porte claquer et Alfonso qui arrive la bouche en cœur. Mais qu'est-ce que tu fais debout? Et surtout, qu'est-ce que tu fais avec ton sac? Hystérique, je lui dis arrête de me mentir, c'est bon, je sais tout. Il a l'air extrêmement surpris, il me regarde comme si j'étais souffrante et il me demande mais enfin de quoi tu parles? J'ai aucune idée. Là, il y a une partie de moi qui commence à douter, à se demander mais est-ce que je suis saoul en fait au point d'avoir halluciné une conversation qui n'existe pas? Et surtout, il a l'air tellement sûr de lui, tellement convaincu que il sait pas de quoi je parle. Donc je lui dis mais je viens de voir la conversation, elle est là sur ton ordinateur. Il me dit mais de quelle conversation? Enfin montre-moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Donc là, ça me met encore plus le doute. Je finis par aller sur l'ordinateur, j'ouvre la conversation, ouf ou pas ouf, elle est bien toujours là. Et là, il s'effondre, en fait. C'est comme si, pendant ces quelques minutes, je sais pas, il tenait un personnage. Au moment où j'ouvre, en fait, je clique, il m'arrête tout de suite, il dit, mais je peux tout expliquer, là, je vais tout te dire, t'inquiète pas, assieds-toi, machin. Là, c'est à peu près 20 minutes de hurlements dans les rues de Valparaiso à 4h du matin, de pleurs, d'arrachage de sacs, de reprenage de sacs, de supplications, d'insultes. Enfin, on est tous les deux bien alcoolisés. Moi, je suis extrêmement blessée. Je comprends pas ce qui m'arrive et lui, je sais pas. Vraiment, il a des choses à me dire, mais moi, je peux pas les entendre. Et donc, je vais me cacher dans une auberge de jeunesse un petit peu plus loin dans Valparaiso pour pleurer, en fait, pendant 2 jours. Je reçois, je pense, à peu près 70 messages par heure d'Alfonso, qui me dit qu'il peut tout m'expliquer. Il me supplie de lui laisser l'opportunité de parler parce que vraiment, ça peut s'expliquer. Moi, je relis nos messages, je me dis mais est-ce que je sais plus quoi croire, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et au bout de 2 jours, je finis par lui donner rendez-vous, enfin accepter son rendez-vous plutôt, sur la plage pour qu'il m'explique. Donc on est au mois de décembre, à Valparaiso, il fait une chaleur à crever. Et là, lui, il a l'air encore plus mal que moi, honnêtement, donc ça me fait plaisir. Et donc, il peut tout m'expliquer, et il m'explique tout. Il me dit que, effectivement, ils se sont séparés, mais pas vraiment séparés au moment où il m'avait dit qu'ils s'étaient séparés, parce que Violette va très mal, elle est un peu dépressive, enfin voilà, elle s'appuie énormément sur cette relation, lui, il sent la responsabilité de cette relation, il a encore envie de se séparer d'elle, enfin vraiment, mais il sait pas comment le faire et surtout à distance c'est très compliqué et que en fait il m'a pas vraiment trompé parce que quand même il est avec moi non-stop en fait et il vit avec moi, enfin je suis la femme de sa vie, avec qui il vit. Elle c'est une personne loin à qui il téléphone de temps en temps, lui me raconte ça et ça me va en fait. C'est ce que j'ai envie d'entendre et je relativise et je me dis en fait c'est vrai. Il parle à une fille sur les réseaux, c'est moi qui suis avec lui tout le temps, c'est moi qui vis avec lui. OK, j'accepte. Mais à une condition qui est que ils lui disent en fait là c'est pas possible de continuer sa petite mascarade, je trouve ça horrible mais il va pas pouvoir continuer avec elle une fausse relation virtuelle et continuer à vivre avec moi, enfin c'est pas possible. Je décide aussi de pas me réinstaller chez lui. Et donc je me dis, je vais rester quand même dans ma petite chambre d'hôte. On continue à se voir comme si de rien n'était, on n'en parle plus en fait. Quand même, quelques jours plus tard, je vérifie auprès de lui, je lui dis, est-ce que c'est fait? Donc oui, c'est fait, il l'a quittée. Je demande quand même si elle va bien, puisqu'il m'a dit qu'elle allait très mal. Je me ssens hyper mal pour cette fille en fait. Je lui reproche la façon dont il a géré cette situation. Je me mets à sa place. Je me dis, avoir un mec qui un jour te dit qu'il t'aime et qui t'appelle tout le temps et le lendemain c'est pas cool, mais bon, c'est comme ça. Et elle, puisque maintenant je connais son profil Facebook, puisque j'ai vu la conversation, je vais un peu la stalker quand même. Je vois surtout que sa photo de profil, c'est une photo où elle est en train d'embrasser Alfonso.
Alors qu'ils sont séparés, je vois qu'elle change pas sa photo de profil. Donc, je laisse un petit peu de temps et ça commence un peu à me tracasser. Je me dis, si elle vient de se faire larguer, qu'elle va vraiment mal, on garde pas une photo comme ça. C'est bizarre. C'est le premier truc qu'on change sur les réseaux. Je laisse passer plusieurs jours. Je demande bien vérification à Alfonso, qui lui ne comprend pas. Il me dit que elle doit être dans le déni. Je sonde un peu mes amis qui me disent toutes que c'est une très mauvaise idée, mais je le fais quand même. C'est que je lui envoie un message à Violette pour avoir le cœur net, en fait, parce que notre vie continue, notre couple continue, et j'ai envie de savoir où j'en suis et s'il me ment, en fait, tout simplement. Donc je lui envoie un message assez court, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, de lui expliquer, ça fait des mois qu'on est en relation, je vis chez lui, on part en vacances, donc je dis simplement quelque chose d'assez court, en disant je sais pas si t'as entendu parler de moi, mais je suis donc en couple avec Alfonso depuis plusieurs mois. Je viens de réaliser que vous étiez en relation aussi sur la même période, je voudrais savoir où ça en est. Et là, elle me répond à un petit message très expéditif où elle me dit merci, je prends le relais. Et en fait, là, je me prends vraiment une baffe. Là, je suis dans ma petite chambre, toute seule, très dubitative, en train de regarder ce message, et je me sens horrible, en fait. J'ai l'impression d'être la troisième roue du carrosse, que en fait, eux, ils ont leur relation, et que moi, je suis un peu gênante. Elle prend le relais. Merci pour ton intervention. Au revoir. Alors que, moi, je suis en train de vivre une histoire incroyable. Je vous le rappelle, c'est l'homme de ma vie. Dans des décors incroyables, et en fait là c'est juste la petite phrase qui me fait réaliser que en fait je suis la maîtresse dans alors peut-être qu'ils ont une histoire incroyable, mais moi je suis l'épisode, la parenthèse, le petit pas de côté du mec. Ça détruit complètement à ce moment-là, où ça entame ma vision complètement idyllique de notre rencontre, de notre couple. Et non seulement il m'a caché la présence de cette fille, mais en plus, elle a pas l'air de me prendre très au sérieux, en fait. Elle me prend vraiment pour... clairement pas au sérieux. Je contacte Alfonso, extrêmement énervé, et lui, bien sûr, peut tout m'expliquer. Et il me dit, je te l'avais pas dit pour pas t'inquiéter, mais en fait, j'avais prévu d'aller en Turquie pour la quitter parce que il veut le faire en face à face. Mais comme il a prévu de le faire, il préfère me dire qu'il l'a déjà fait parce qu'il sait que sinon moi je continuerai pas cette relation s'ils sont pas séparés. Donc il anticipe en fait la rupture qui va arriver de toute façon pour que nous on puisse continuer et avancer parce que lui va la quitter dans quelques semaines. Pourquoi pas? J'ai juste envie que notre roman d'amour finisse bien. Maintenant, elle est au courant de toute l'histoire, donc ils ont eu la conversation qu'ils devaient avoir en Turquie, finalement ils l'ont eu au téléphone. Ils sont séparés. Lui me rappelle que tout ça, finalement, c'est un peu que du vent, la relation qu'il a avec cette fille, et que c'est là qu'il est, c'est devant moi qu'il est, c'est pour moi qu'il pleure, et moi, j'ai vraiment très envie d'y croire. J'ai envie que cette histoire, qui est de plus en plus bancale, j'ai envie de tout remettre droit, en fait. J'ai envie de reprendre les choses là où elles étaient parfaites, dans la jungle, et que toute cette belle histoire d'amour revienne stable. C'est carré. Maintenant, elle n'existe plus. Ils sont séparés. Lui, il est désolé. J'ai un petit peu un joker en plus, maintenant il va filer doux et l'histoire peut reprendre, et moi j'en ai très envie, lui il en a très envie. Au moins je regrette de l'avoir contacté, mais c'est un mal pour un bien parce que maintenant tout est clair. Voilà, c'est reparti. C'est un nouveau chapitre en fait, un peu. Et donc un soir, après le travail, il arrive, on s'installe pour dîner et il me dit qu'il a bien réfléchi et que j'ai tout à fait raison. Qu'il a été horrible et que c'est pas du tout une façon de quitter quelqu'un après des années de relation que de faire ça par téléphone, parce que moi c'est quelque chose que je lui reproche beaucoup. Et il me dit donc je pars en Turquie demain parce qu'on en a besoin, pour lui dire les choses, pour se dire adieu en face à face. Là moi ça me met dans une rage comme jamais, je crois. J'ai un mouvement de colère, je lui mets une gifle. Je sais même pas en fait pourquoi j'ai fait ça. Je me reconnais pas aussi a posteriori.
Mais là, voilà, ça part tout seul. Je suis enragée, en fait. J'ai envie de jeter la table par terre. Je suis un démon, en fait. Je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est la façon dont il a tourné le truc comme si c'était mon idée, en fait, qu'il aille en Turquie et qu'il me rendait service. Et je le mets dehors. Violemment. Je le fous dehors. Je veux plus jamais entendre parler de lui. Et il reste, en fait, des heures devant ma porte. Parce qu'il part le lendemain matin. Et il dort la moitié de la nuit devant ma porte à me parler à travers la porte en me jurant encore qu'il m'aime et qu'il fait ça pour notre relation et parce qu'effectivement, pour qu'on puisse se laisser une chance de commencer sur des bases saines, il faut qu'il gère cette histoire, il faut qu'il fasse du nettoyage et il fait ça pour moi, il fait ça pour nous et il veut vraiment, vraiment passer sa vie avec moi, il est vraiment amoureux de moi, il m'aime plus que tout. Maintenant, il est déjà dans ce processus et il doit vraiment aller là-bas, fermer une porte et pouvoir commencer un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Et donc, quand il est devant la porte, il me met en garde. Tu réalises que c'est la dernière fois qu'on va se voir, en fait. Là, t'ouvres pas cette porte et on se revoit plus jamais. Est-ce que tu veux qu'on se quitte comme ça? C'est horrible, après tout ce qu'on a traversé, notre merveilleuse histoire. Et j'ouvre pas. Je suis dans mon lit, en train de mourir de chagrin, de colère, de désespoir. Et il finit par partir après plusieurs heures. Je quitte Valparaiso parce que j'ai besoin d'air. Je vais me promener un petit peu au Chili jusqu'à mon départ, en fait. Très vite, après le départ d'Alfonso en Turquie, donc il part le 16 décembre, moi j'ai tellement de haine et de rage que ma façon de la gérer, c'est que je dois me vider, en fait. Donc je déverse ma colère et mon incompréhension dans des emails que je lui envoie. C'est des emails d'explications, enfin moi je reste, en fait, je suis un disque rayé, en fait. Juste j'ai besoin de lui dire à quel point il est horrible et lui il disque rayé à me dire qu'en fait il fait ça pour nous. On communique comme ça pendant quelques jours et le 24 décembre, je quitte le Chili et j'arrive en France. Le Chili, ça devient un peu presque irréel, en fait, immédiatement, parce que tout part sur les chapeaux de roue. Je réalise que je ne suis plus étudiante, en fait, et je commence à me stresser et à me dire, mais je suis au chômage, en fait, il faut que je commence ma vie, et je décide d'aller m'installer à Bordeaux. En quelques jours, je trouve un appartement et un travail. Il y a une partie de moi qui est très heureuse de revoir mes proches et de commencer une nouvelle vie et qu'en plus les choses se mettent en place aussi vite. Enfin, c'est presque facile. Mais en même temps, je me sens un peu en décalage horaire dans ma tête. Enfin, tout me déprime, en fait. Voilà. Donc c'est assez propice, en fait, à reprendre une relation épistolaire moins sur le ton de la haine et de la rancœur avec Alfonso, parce que j'ai besoin de lui, parce que lui c'est le Chili et en fait lui j'ai besoin qu'il fasse le pont entre la moi d'ici et la moi de là-bas et que ça soit pas tranché net entre ces deux chapitres, en fait. J'ai pas envie que ce soit deux histoires, j'ai envie que ce soit des chapitres dans une même histoire. Et lui, comme il n'attend que ça, en fait, que je réouvre un petit peu la porte à autre chose que des insultes et de la rancœur. Lui me racontait, il a vu Violette, ils se sont séparés, maintenant il erre, en fait, tout seul en Turquie pendant 2 semaines. Il fait des visites, il m'envoie des photos des monuments qu'il voit, de ce qu'il fait. Donc voilà, je l'imagine un peu seul, en errance. J'ai l'impression qu'il fait son chemin de croix. Je lui pardonne et il me propose immédiatement de venir me rejoindre en France, pour qu'on ait le temps qu'on n'a pas eu quand on était à Valparaiso, le temps de se retrouver, le temps de pardonner et de faire des projets. Et donc à ce moment-là, je lui dis oui. Et il vient me rejoindre à Bordeaux. Je suis très contente de le voir. Je le présente à mes copines. Je me dis qu'il est quand même génial, il est très curieux, il connaît plein de choses, il se passionne, en fait, pour la ville que je lui montre, tout l'intéresse, les gens le passionnent. Et un soir, je suis en train de cuisiner sur le plan de travail et à côté de moi, il y a son téléphone qui commence à vibrer, à s'allumer. Et en fait, Alfonso, qui est dans ma chambre en train de travailler sur son ordinateur, envoie un message qui s'affiche sur l'écran, en fait. J'ai même pas besoin de toucher au téléphone portable. En fait, ça s'affiche vraiment devant mes yeux, pour le coup. Et en fait, il parle à Violette. Donc, il lui dit qu'il est à Valparaiso, qu'il fait très chaud, il travaille beaucoup. Elle lui raconte aussi sa journée. Et il y a rien qui prête à confusion. Enfin, il y a pas de je t'aime, tu me manques, quand est-ce qu'on se voit. Ça pourrait vraiment être une conversation un peu amicale. Je me dis, en même temps, il va pas lui dire qu'il est chez moi.
Enfin, ce serait cruel, mais ça me fait pas plaisir. Violette, on n'en parle plus là depuis qu'il est arrivé. Je me dis, enfin, ça sert à rien d'en parler en fait. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Et le soir, après le dîner, donc on est allongé sur le canapé du salon, on bouquine, et je lui demande est-ce que vous parlez comment va Violette? Est-ce que tu lui parles toujours? Est-ce que il me dit oui, ils sont restés en contact, mais ils se parlent pas beaucoup. Et donc je demande mais par exemple aujourd'hui, est-ce que vous parlez souvent comment? Est-ce que par exemple aujourd'hui vous vous êtes parlé? Il me dit ah non, mais on se parle vraiment pas souvent. Donc là je me dis ah, ça sent le pipeau parce que visiblement là il y a ça ne colle pas. Je veux pas le confronter en fait parce que je réalise qu'il va me raconter n'importe quoi. Donc en fait ça ne sert à rien de lui demander quelque chose. Et donc j'ai mon petit téléphone, je sors mon téléphone et j'envoie un message à Violette qui n'a toujours pas changé sa photo de profil et je lui demande est-ce que vous êtes toujours ensemble avec Alfonso? Et elle me répond oui, laisse-nous tranquille. Donc je prends une photo discrètement d'Alfonso sur mon canapé et je lui envoie et je lui dis est-ce que tu peux venir à Bordeaux? Ne lui dis pas que je t'ai parlé, il faut que nous on parle parce qu'en fait là on va jamais s'en sortir sinon. Moi, j'ai envie qu'elle arrive maintenant, en fait. J'ai envie qu'elle se téléporte et qu'on puisse le confronter parce que, il faut qu'on... moi, j'ai envie d'en sortir à ce moment-là. Et je sais que si moi, je lui parle, il va me raconter n'importe quoi, qu'elle, il va raconter n'importe quoi, et que moi, je ne sais pas bien pourquoi, en fait, mais j'ai envie de croire tout ce qu'il me dit. Il peut me raconter toutes les histoires qu'il veut. Moi, j'ai envie d'y croire, et donc je vais finir par y croire. Mais j'ai pas envie d'y croire, mais quand même, j'y crois. Donc, j'ai envie que ça s'arrête. Et donc elle me dit qu'elle arrivera et qu'elle arrivera en début d'après-midi le lendemain. Donc la nuit est horrible, je prétexte une migraine pour m'endormir toute seule dans mon petit coin de lit et surtout qu'il ne m'approche pas. Le matin, on part faire un petit tour de ville, je le déteste. Je le vois là, tout menteur, tout amoureux, là, je suis très en colère et je dois maîtriser cette colère et avoir l'air normal. Vers 14h, je prétexte un rendez-vous chez le médecin pour aller chercher Violette à la gare. Je la reconnais immédiatement parce que je l'ai assez stalkée sur les photos. Elle est plus jeune que moi, de quelques années, très belle. Je me sens d'autant plus bizarre. On va s'asseoir dans un petit café en face de la gare. Et en fait, là, on reprend l'histoire du premier jour de mon histoire. Mon histoire est assez courte comparée à la sienne parce que elle, je crois que ça fait plus de 4 ans qu'elle est avec lui. Moi, ça fait même pas 6 mois. Sur ces 6 mois, j'ai vécu avec lui, j'ai voyagé avec lui. Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir autant de choses à raconter presque que elle, qui a vécu une relation à distance avec lui et qui le voyait aussi comme ça que sur des temps courts. On déroule en fait tout le récit pour voir où ça colle et où ça colle pas et où est-ce qu'il nous a manipulés. Elle est assez émue, mais je crois qu'elle est surtout en colère. Elle pleure un peu, il me semble, mais voilà, elle est pas effondrée et surtout, elle est pas en colère contre moi. Immédiatement, en fait, on a une sorte de solidarité qui se crée entre nous deux. On n'est pas du tout dans la compétition. Tu m'as piqué mon mec. Enfin, on sait qu'on est toutes les deux victimes. S'il doit y avoir un bourreau dans cette histoire, en tout cas, c'est pas nous. Et l'idée, c'est ensemble d'arriver à se sortir de cette boucle infernale de mensonges. Et donc, on a envie de s'aider, en fait. On est honnête, on est assez transparente et on est là, on devient presque copine, même déjà dans ce café. Là, en mettant les bouts ensemble, par exemple, quand je suis partie 10 jours dans la jungle avec Alfonso, pendant 10 jours, il n'y a pas eu de téléphone portable, en fait, puisqu'on était vraiment coupés du monde dans la jungle. Et il lui a dit qu'il était parti faire un voyage d'affaires et qu'il n'avait pas de portable et que du coup, voilà, pendant 10 jours, il pourrait pas la joindre. Donc elle l'a cru. Il est allé la voir en Turquie, mais il ne l'a jamais quittée puisqu'il n'allait pas du tout pour la quitter, mais au contraire pour renforcer leur amour après cet épisode difficile de tromperie. Et donc il a passé 2 semaines en fait avec elle en Turquie, en voyage. Pas du tout seul. Violette, je l'ai contactée pour lui raconter l'histoire et j'étais surtout curieuse de savoir ce que lui avait dit. Et en fait, il lui a dit que j'étais une aventure d'un soir, qu'effectivement il avait dérapé, il avait couché avec moi. Je suis un peu le genre de
de relous qui s'accrochent et qui s'enflamment pour une petite histoire de cul et voilà, c'est tout, mais elle, c'est la femme de sa vie et moi je suis un dérapage une fois à une soirée et je me suis complètement enflammée et je l'ai contactée et donc ça c'est la version qui lui a servi. Et elle a été hyper compréhensive bien sûr avec cette version puisque ils ont une relation à distance. Elle se disait un dérapage, voilà, ça peut arriver de temps en temps, je m'y attendais en même temps, qu'un jour ça arrive, je lui pardonne parce qu'on vaut mieux que ça. Quand je lui raconte à ce moment-là les voyages, le fait qu'on ait vécu ensemble, l'histoire prend une toute autre couleur aussi pour elle. Une fois qu'on a bien parlé, qu'on se sent, on est assez remonté en fait parce qu'on fait monter la mayonnaise là comme ça, on se prépare à partir au combat, donc on est bien à chaud. J'habite juste à côté de la gare, donc on part à pied, on arrive chez moi, j'ouvre la porte d'entrée et là il y a Alfonso qui est allongé sur mon canapé, un livre à la main, qui me voit arriver, qui me dit bonjour mon amour, ça s'est bien passé ton rendez-vous? Derrière moi, Violette entre dans mon salon et là, j'ai jamais vu quelqu'un devenir vert comme ça. Quand on dit que les gens deviennent verts, en fait, quand on voit la tête d'Alfonso à ce moment-là, on comprend vraiment ce que c'est. Il change de couleur instantanément et il se liquéfie, en fait. C'est comme si de cet homme, il devient une espèce de petite chose visqueuse et verte. Et sa réaction, c'est de courir vers Violette et de dire « Je vais tout expliquer, mon amour, je vais tout expliquer ». Il me dit « Est-ce que tu peux nous laisser ?» Donc non, clairement, j'ai pas envie de les laisser. Donc on va s'asseoir tous les trois dans mon salon. Et en fait, là, maintenant qu'il est face à nous deux, il doit en choisir une. Clairement, il peut pas continuer à nous mentir à toutes les deux. Il essaye quand même à plusieurs reprises. Il dit, il me demande de partir, il me demande de quitter la pièce au moins 3 fois, parce que je sens qu'en fait, il a envie de lui dire des choses qu'il peut pas dire devant moi parce que c'est des mensonges et que moi, je serais là, non, ça ne s'est pas passé comme ça, tu mens. Ça, heureusement, Violette le comprend tout à fait et elle dit, non, en fait, on est justement là pour se dire la vérité, pour se dire les choses. Et donc, à ce moment-là, il doit en choisir une et il me choisit pas moi. Il décide de tout faire, absolument tout, pour sauver sa relation avec Violette, y compris m'humilier de la pire des façons. Donc, je deviens personne, un plan cul, une relation de rien du tout, rien en fait, alors qu'il est chez moi à ce moment-là, dans mon salon. À ce moment-là, je suis partagée entre la jubilation de me dire mais ça y est, j'étais pas folle et tout ça c'est fini, et l'humiliation de me faire traiter de tout ça. Je me sens mal, mais en même temps, je me sens forte parce que avec Violette, on forme un espèce de front et elle-même, elle est de mon côté en fait. Et on finit par le mettre dehors, toutes les deux. On lui dit de partir, donc il est tard, on est dans Bordeaux, on le met dehors et nous, on va se coucher. J'ai un grand lit, on se met toutes les deux au lit et on parle comme ça une bonne partie de la nuit de notre histoire, de cette histoire, de tout ce qui vient de se passer là dans le salon. Et je suis contente qu'elle soit là en fait. Je suis contente que ce soit elle et pas une autre fille, parce que je réalise, surtout après cette soirée, dans leur histoire, moi je suis venue un peu comme un cheveu sur la soupe et je suis contente qu'elle me déteste pas pour ça en fait. Violette repart le lendemain matin et on commence à s'écrire des textos où elle me raconte que Alfonso la harcèle en fait. Il vient la voir à la sortie de l'école, il lui envoie plein de messages, il va voir ses amis à elle parce qu'il veut vraiment la récupérer. Et en fait, elle m'envoie ces messages un peu comme une demande de soutien en fait. Je sens que de me le dire, ça lui permet de aussi un petit peu tenir bon. Moi, j'ai besoin qu'elle tienne bon. Déjà parce que c'est une fille super. Ça me révolte de me dire qu'elle peut retourner avec un con pareil, un malade pareil. Enfin, je veux qu'elle tienne bon. Et je veux pas qu'il gagne aussi. Je veux pas qu'il retourne avec elle. Et que moi, j'ai été juste un peu une parenthèse gênante dans leur longue histoire qui va continuer jusqu'à ce qu'ils aient des enfants et qu'un jour, ils parlent de « Oh, mais tu te souviens d'elle ?» « Oh oui, non, m'en parle pas. » Et moi, j'aurais été rien du tout. Donc j'ai vraiment besoin qu'en fait ça s'arrête ici. Quelques jours après, en fait, je réalise que moi j'ai juste besoin que Alfonso et Violette sortent de ma vie et finir cette histoire. Et je décide d'envoyer un email, c'est un peu ma spécialité. Donc c'est un email qui s'adresse à Alfonso, mais j'ai vraiment besoin que Violette le lise parce que en fait jusque-là, j'ai eu la décence de pas tout lui dire. En fait, je lui disais les choses, mais
Je lui ai pas dit le sexe c'était dément et on était fous amoureux, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie. Enfin, je voulais la protéger aussi, surtout parce qu'elle était en face de moi. En fait, c'est à lui surtout, j'avais envie de lui mettre le nez dans son caca, de le mettre face à tout ce qu'il m'a dit, à tout ce qui s'est passé, et de lui dire voilà ma version de l'histoire. Tout le monde a une version différente de cette histoire, mais ça c'est ma vérité. Et en fait, elle commence ici, elle s'arrête ici, et il y aura plus rien à ajouter. Et je lui envoie, et j'ai besoin à ce moment-là de mettre Violette en copie, parce que je veux pas qu'il puisse après lui dire n'importe quoi, parce que comme j'ai envie de plus avoir de contact avec eux, c'est un peu mon testament en fait. Elle a toutes les clés, elle a toute la vérité, et elle en fera ce qu'elle voudra, mais lui pourra pas aller derrière lui raconter n'importe quoi, parce que là, c'est bon, j'ai tout dit et j'ai plus rien à dire, et j'ai vraiment plus envie d'en parler. Et du coup, Violette me répond un message assez court où elle me dit qu'elle a bien lu mon mail et qu'elle préfère qu'on arrête de se parler parce que ça lui a fait du mal, cet email, et que voilà, c'est mieux qu'on arrête. Moi, c'était un peu le but de mon message, pas du tout de lui faire du mal. La dernière chose que je veux lui faire, c'est plus de mal. Enfin voilà, mon objectif, c'est qu'on arrête et que j'ai plus rien à ajouter. Après ce message, je n'ai plus de nouvelles de Violette, je n'ai plus de nouvelles d'Alfonso, je passe à autre chose. La belle histoire que je voulais, la belle histoire que je me suis donné l'illusion d'avoir vécue, en fait, c'est juste une histoire de tromperie très banale. Cette belle histoire d'amour, c'est juste l'histoire de gens qui se racontent des histoires. Vous venez d'écouter le 127e épisode de Transfert. L'histoire de Maëva a été recueillie par Lison Verrier. Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz, avec Aurélie Rodriguez. Vincent Pellegrino était notre stagiaire. La musique a été composée par Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.